Avec le sourire, le podcast de celles et ceux qui n'ont pas envie d'attendre la retraite pour s'épanouir. Je suis Marie Diribarne, coach en changement et j'adore mon job. C'est une bonne situation, ça, coach? Je ne crois pas qu'il y ait de bonnes ou de mauvaises situations. Il y a des situations qui nous conviennent et d'autres qui nous conviennent moins. La vraie question, c'est comment on trouve ce qui nous convient le mieux. Ça m'a amené à faire le métier que je fais. Comment le monde du travail peut être comme ça, en fait. Dans ce nouvel épisode, j'ai le plaisir de recevoir Fanny Helleux, une entrepreneure hyperactive, une consultante engagée et alignée qui a embrassé l'entrepreneuriat à 30 ans. Engagée dans l'associatif, fervente féministe et gameuse accomplie, Fanny partage son voyage riche en défis et en victoires. Elle explore avec nous comment elle développe la coopération dans les organisations et nous explique comment trouver des clients en restant fidèles à nous-mêmes. Avec elle, nous découvrirons les coopératives d'activité d'emploi, un statut peu connu pour se lancer, qui présente de nombreux atouts. Nous explorerons les différences entre les entreprises privées et le monde associatif et nous ferons un détour dans l'univers du jeu vidéo. J'aime l'humain et en même temps je suis une grosse nerd aussi. Si vous envisagez de vous lancer à votre compte ou si vous cherchez simplement à injecter plus d'énergie et de coopération dans votre vie professionnelle, les conseils de Fanny seront une source d'inspiration inestimable. Alors découvrez comment garder votre énergie, rester fidèle à vos valeurs et ne pas vous perdre en chemin dans ce monde entrepreneurial, complexe et passionnant. Installez-vous confortablement, c'est parti. Bonjour Fanny. Bonjour Marie. Écoute, je suis très heureuse de te recevoir pour ce nouvel épisode de Avec le sourire. Et j'ai l'habitude de démarrer ce podcast avec une question rituelle. Toi, qu'est-ce qui te donne le sourire au quotidien dans son activité? Les gens. Je pense spontanément les gens. Ouais, les gens avec qui j'interagis, ça m'énergise beaucoup et donc ça me donne très souvent le sourire parce que quand les interactions sont positives, moi ça m'énergise énormément d'être en relation. Donc les gens, je dirais que ce soit les clients, les partenaires ou même d'autres entrepreneurs que je peux croiser qui font pas forcément mon métier mais avec qui j'ai l'occasion d'échanger. Voilà, on parlait de coworking tout à l'heure, donc typiquement dans ce genre d'espace. Donc ouais, les gens, ça me donne le sourire dans mon activité, mais de manière générale, dans la vie, ça me donne le sourire d'être en interaction. Plutôt quelqu'un donc qui aime les relations justement et qui s'énergise de l'extérieur, une vraie extravertie. Ouais, très extravertie, mais on va l'entendre parce que je parle beaucoup, donc je suis bavarde, on est très extravertie. Je puise beaucoup l'énergie de l'extérieur, je suis très tournée vers l'extérieur et donc ouais, je donne beaucoup d'énergie, je reçois beaucoup de l'extérieur, carrément. On a bien compris que tu es une hyperactive. C'est aussi. on va l'aborder tout à l'heure. Et ben dans tout ce que tu fais au quotidien. Mais déjà pour commencer, ça fait 8 ans que tu fais du conseil en management et en organisation. C'est ça, déjà. Ça passe vite. Déjà 8 ans. Et il y a travaillé pendant 4 ans dans une société de conseil. Ouais, c'est ça, un cabinet parisien ouais, c'est ça, exactement. Petit cabinet qui était en accompagnement des transfos, c'est ça notre expertise, et donc aussi management de manière générale. Et depuis 4 ans, tu as créé ta propre structure, Noda Conseil. C'est ça, exactement. Donc, passage après, il y a eu l'épisode Covid, qui a été aussi charnière pour ma vie pro, du coup, puisqu'en fait, la structure dans laquelle j'étais a fermé. Dans ce cadre-là, moi de toute façon j'étais déjà en réflexion pour partir voir autre chose, mais pas forcément me lancer à mon compte. Je cherchais une autre structure pour être salariée. J'étais même en process de recrutement en fait quand il y a eu le chômage partiel, enfin vraiment le confinement, etc. Donc tout s'est figé. Moi aussi j'ai attendu de voir ce qui allait se passer. Puis finalement fin 2020, fermeture. Donc là au chômage. Et puis j'ai pris ce temps, j'ai pris quelques mois pour réfléchir, me poser la question. Et finalement je sais pas, j'ai eu cette étincelle. Je me suis dit c'est le bon moment. Moi je suis très intuitive. J'ai pris les grandes décisions de ma vie à l'intuition. Et quand je sens que ça va le faire, j'y vais. Et donc, j'ai refusé un CDI et je me suis lancée, donc début 2021. Ah oui, donc en pleine crise Covid. C'est ça. Ouais, je sais pas, ça commence à déjà un petit peu aller mieux. Puis, je me disais, de toute façon, le temps que je me lance, il y a toujours un peu un temps au début où, voilà, on pose un peu ses bases aussi. Qu'est-ce qu'on veut proposer comme offre? Même si moi, il y avait une forme de continuité, avec ce que je faisais déjà en cabinet. Je suis pas partie d'une page blanche, comme ça peut être le cas parfois. Moi, j'avais quand même une idée assez précise puisque je faisais déjà ce métier. Mais justement, ça voulait dire quoi? Le faire, en mon nom. En fait, parce que quand tu es salarié d'un cabinet, que t'es pas associé, finalement tu t'inscris dans la culture et dans l'identité d'une boîte qui était préexistante à toi, alors que là, finalement,
D'ailleurs, le nom de marque n'est pas arrivé tout de suite. Au début, j'étais Fanny Helleu, indépendante, parce que j'avais pas encore réfléchi à ça. Et en plus, comme j'aime bien que ça fit, je voulais pas prendre un nom vite fait juste pour en avoir un. En fait, je voulais trouver le nom qui m'allait bien. Et donc Noda est arrivé un peu plus tard en termes de communication et de marque. Au début, j'ai passé au moins la première année plutôt comme Fanny Helleu indépendante. Et sur quoi tu t'es focalisée au démarrage, en fait? Ça a été quoi, en fait, les différentes étapes pour toi, pour créer justement cette activité? Ouais. C'était l'offre. Je me suis dit, OK, des choses que je faisais avant, qu'est-ce qui me plaisait le plus? Qu'est-ce qui me faisait le sourire, tu vois? Moi, je me suis dit, quitte à être à mon compte, l'objectif aussi, c'était d'être libre, de faire ce que je veux, ce qui m'amuse, et ce qui, je trouve, apporte le plus, en tout cas, ce que moi, je peux apporter le plus aux autres, aux clients potentiels. Et donc, du coup, c'était aussi l'offre. Mais en fait, c'est intéressant parce que j'ai commencé par le quoi, alors qu'il faudrait plutôt commencer par le pourquoi. Mais le pourquoi était hyper personnel. C'était vraiment être à mon compte, c'était la liberté dans ma tête. Donc, je perdais en sécurité sur le côté, là, il y a plus de salaire qui tombe chaque mois, il faut facturer, donc il faut faire le commercial, voilà. Donc, du coup, le commercial s'est posé assez vite. Et en fait, j'ai un peu mis des briques comme ça, progressivement. Et puis, j'étais quand même, forte de mes 4 années en cabinet, j'avais quand même appris des choses qui me permettaient d'aller faire de la prospection. Et surtout, j'avais un petit réseau, mine de rien. Donc, j'ai quand même pu, par ce petit réseau, avoir des premières petites missions, des premières facturations dans les 6 premiers mois quand même. Ce qui m'a aussi rassurée. Et en fait, voilà, ça, c'était positif comme dynamique. Et donc, ça me donnait envie de continuer. Et donc, finalement, j'ai quand même le travail de mon offre, mais surtout de l'identité. Il a pris quand même, je dirais, les 2/3 de la première année, hein, quand même. Ça prend du temps de savoir qui on veut être et ce qu'on veut projeter en fait dans son intervention, dans son métier. Voilà. En tout cas, moi j'aime bien l'introspection et je trouve que ça pose, quand on incarne sa boîte, je trouve que ça pose vraiment beaucoup de questions identitaires qu'on se pose pas pareil quand on est salarié parce que c'est pas sa structure, c'est pas son activité propre. Et qu'est-ce que ça change justement, le fait que ce soit ta structure aujourd'hui? Qu'est-ce que ça change par rapport au salariat? Évidemment les choix. C'est-à-dire que je trouve la liberté de choix, elle est énorme parce que je suis ma propre patronne et ça c'est extrêmement agréable. Donc je charge de la liberté de choix et du coup aussi dans la relation au client, pareil. Alors moi j'étais dans un cabinet où j'adhérais complètement aux valeurs, hein, je l'avais choisi pour ça, donc j'étais quand même en adéquation avec la posture, etc. Mais je trouve quand même que vis-à-vis des clients, il fallait quand même moi que je gomme certaines choses de ma personnalité parce que ça pouvait ne pas fitter. Déjà avec le type de client, par exemple, j'observe que j'ai pas forcément les mêmes clients depuis que je suis à mon compte que dans le cabinet. Donc il y a aussi ça. Je pense que les gens dans le conseil, c'est un métier, de toute façon dans les métiers de service, il y a beaucoup de relationnel. Ouais. Et on choisit des gens pas tant pour leurs compétences bien sûr, mais des gens qui ont mes compétences, il y en a plein sur le marché. Je pense qu'après on se choisit avec les clients aussi sur la personnalité, sur les valeurs, sur ce genre de choses. Et ça, par exemple, c'est quelque chose qui a aussi changé parce que moi je me montre de manière assez authentique, de manière générale. Et donc là, je me suis dit quitte à être à mon compte, c'est pas pour avoir des clients avec qui j'ai pas envie de bosser en fait. C'est pour avoir des clients qui me donnent le sourire, n'est-ce pas? Donc du coup, ça c'était un changement, c'était de me montrer telle que j'étais et du coup les clients, s'ils me choisissaient pas, c'était sûrement pour le mieux. C'est que ça fitait pas et tant mieux parce que si c'est pour dans 3 mois se rendre compte que ça coince, alors que justement tu vois ma proposition de valeur aujourd'hui, c'est de mettre de l'huile dans les rouages de la coopération en entreprise. Donc si ça crispe déjà entre moi et mes clients, ça va pas le faire. Je peux pas faire mon job, tu vois. Donc hyper important, je pense qu'il y a cette espèce de filtre que permet l'authenticité, c'est que si je me montre celle que je suis, en fait, il y aura pas de mauvaises surprises, en tout cas moins de mauvaises surprises dans les mois, dans une collaboration. Et alors à quoi ils ressemblent tes clients? Je trouve qu'ils sont ils sont soucieux de l'humain déjà, puisque moi je le suis et que ça se ressent, je pense, dans ma façon d'aborder les choses. Ils sont soucieux de progresser, je trouve aussi, de se remettre en question. C'est pas toujours le cas chez certains managers ou même dans des postes de direction, de penser que peut-être soi-même on peut bouger quelque chose. Souvent c'est les collaborateurs sont comme ci, les collaborateurs sont comme ça, ou les managers en dessous intermédiaires sont pas assez ci, il faut les faire changer. Ouais. Voilà, c'est les autres quoi. Et moi je trouve que justement comme j'ai un discours plutôt orienté sur la seule chose qu'on peut changer en général c'est soi-même. Voilà, exactement. Et puis aussi je suis assez dans une philosophie d'incarner le changement que je veux voir dans le monde. Ça c'est mon côté militant, peut-être on aura l'occasion d'en parler après. Moi j'ai une réflexion aussi de ma place dans la société, etc. Et ça je pense que ça transpire quand même quand je suis chez en discussion commerciale ou chez un client.
Et du coup, ouais, je trouve que mes clients, ils ont souci de progresser et les personnes, c'est des personnes qui sont souvent assez engagées dans leur travail et qui ont envie de faire mieux. Même si c'est pour le job, bah, t'es content. Voilà, t'es content de passer un moment avec ces personnes-là. Ça, c'est chouette. Et ton activité, elle est focalisée sur développer la coopération dans la complexité. Oui, exactement. Pourquoi avoir choisi spécifiquement, en fait, ce sujet-là? La coopération, ouais, bah c'est marrant parce que ça, quand je me suis lancée, justement, je parlais d'identité et tout, la coopération, c'est un mot qui m'est cher depuis, je pense, de manière générale, hein, dans ma vie, dans plein de contextes, et ça revenait sans cesse, moi, quand je réfléchissais à mon offre, comment je vais la présenter, ce mot, il revenait, puis je me disais, en fait, que je fasse des formations en management, un séminaire, ou, en fait, peu importe la modalité, je me suis rendu compte que là où j'apportais souvent de la valeur, le plus de valeur ajoutée, c'était vraiment sur ça, la dynamique de coopération. Que ce soit dans du projet, dans la vie quotidienne d'une équipe, ou dans le changement même, en fait, coopérer pour changer. Ben, en fait, c'était ce mot-clé qui revenait, donc je me suis dit: «Mais c'est ça, c'est la coopération, c'est la vie en entreprise, ça vit que parce que les gens coopèrent». Et c'est aussi souvent le fruit des problèmes. C'est que la coopération, c'est de l'interaction humaine et l'humain, c'est complexe. Donc forcément, il y a des difficultés. Et la complexité, elle est s'ajoute à la complexité humaine, la complexité de nos environnements qui sont de plus en plus complexes aujourd'hui parce que l'information circule, déjà il y en a de plus en plus, elle circule de plus en plus vite. Qu'il y a les technologies qui changent, que du coup les impacts sur le marché aussi peuvent, pour les entreprises s'adapter, c'est hyper compliqué. Surtout quand on est une structure grosse, un peu bureaucratique dans son fonctionnement à l'ancienne, hein, comme on dit, alors que le monde lui il change très très rapidement. Et qu'il y a une incertitude incroyable, ne serait-ce que là, on parlait du Covid, mais là, c'est des événements vraiment inanticipables. Mais de manière générale, il y a l'incertitude générée par du changement qui est devenu quasi permanent. Tout le temps. Exactement. Ça va tellement vite aujourd'hui. Oui, et puis ça affecte aussi la complexité humaine parce que ça nous affecte psychologiquement à l'échelle individuelle et du coup collective. Et donc ça peut aussi tendre les relations plus rapidement parce que tout le monde ne gère pas l'incertitude et le changement de la même manière. Donc du coup, ça complexifie énormément les écosystèmes de toute organisation. Et donc, ça va venir encore plus activer la complexité de l'humain, puisqu'on a tous, notre psychisme, notre parcours de vie, et on se choisit pas quand on est collègue. Là où moi, je choisis mes clients, ils me choisissent. Quand on est collègue, souvent, on se choisit pas. Sauf le manager qui éventuellement effectivement a un regard sur le recrutement, et encore quand on voit quelqu'un en entretien 2 heures, on projette une image de cette personne, et après quand on travaille avec elle, parfois on découvre des choses, ça peut nous plaire ou moins nous plaire. Donc on se choisit pas, et de ce fait aussi, comme on se choisit pas, faut bien faire avec l'autre, même s'il est différent, même si il fait des choses qu'on comprend pas, et en même temps il a un rôle dans la structure comme nous, et on doit coopérer avec cette personne pour que l'ensemble fonctionne. Et donc, moi, je travaille typiquement sur ça. Et c'est pour ça que je parle de mettre de l'huile dans les rouages, parce que dans les rouages, certes, organisationnels, parce que je fais aussi du process, etc., parce que c'est à la base ma formation de gestion, mais surtout dans les rouages relationnels, en fait. Donc, ce qui veut dire que dans tes interventions, il y a une grosse partie, la plus grosse partie, en fait, elle est vraiment axée sur les relations et sur les interactions entre les... C'est ça. En fait, quand justement j'ai fait mes 3 axes d'intervention, c'est vraiment, il y en a un, c'est vraiment dynamique humaine à fond. Donc là, ça devait être du classique séminaire, coaching d'équipe, séminaire d'équipe, team building. Donc là, on travaille vraiment sur la relation. Il y a un axe formation quand même, ou atelier managériaux, parce que les managers, mine de rien, ils ont un rôle assez clé là-dedans, puisqu'ils coordonnent et structurent l'organisation du travail dans leur périmètre. Donc forcément, ils ont quand même un rôle à jouer très important, même s'il faut pas mettre tout sur leurs épaules, parce que parfois il y a aussi un discours où le manager, il devient le mouton à 5 pattes, il doit tout savoir faire, il n'est pas seul, et donc il faut aussi que l'environnement lui donne des ressources. Et puis le troisième axe, qui est vraiment l'axe d'intervention le plus complexe aussi, c'est la gestion de projet complexe, justement, où il y a plein de parties prenantes avec des forts enjeux, que ce soit budgétaire, humain, etc. Et là, justement, même si je fais de la gestion de projet classique, tu vois, du PMO et tout, en fait, là où j'apporte la vraie valeur ajoutée, où je trouve, et ce que me renvoient aussi mes clients, c'est vraiment sur fluidifier la relation et la coopération, et que parce que souvent, ce qui bloque dans ce genre de projet, c'est pas tant la méthode au projet, parce que des cabinets, tu vois, qui te font la méthode aux petits oignons, il y en a plein. Il y en a plein qui le font, je sais le faire aussi.
Mais en fait, souvent ça marche pas parce que c'est l'humain qui fonctionne pas bien et voilà, il y a du conflit un peu qui se larve, etc. Il y a des enjeux personnels derrière, les niveaux de confiance sont assez bas. C'est ça. Puis t'as des enjeux parfois internes à l'entreprise, de pouvoir, politique. Donc c'est l'humain tout ça. Ouais. Donc t'auras beau avoir une super méthode, en fait, ça va pas garantir du tout le succès. Alors ça augmente les chances de succès. Mais pour moi, le vrai facteur clé de succès, il se joue vraiment dans la relation, souvent dans la communication. Moi, je vois les non-dits, par exemple, l'incapacité à dire les choses, parce qu'il y a plein de peur derrière, mais aussi parce que des fois, on a des enjeux à ne pas dire, ou des enjeux à dire certaines choses et pas d'autres, tu vois, il y a tout ça. Ben voilà, là, moi, je viens pour montrer à quel point ça peut gripper la machine et peut-être même faire échouer, et à quel point c'est important d'aller vers plus de transparence, de communication, vers plus d'expression aussi de ses besoins, de ses émotions, remettre de l'humain vraiment au cœur. Mais ça, il y a plein de cabinets qui parlent de ça. Et voilà, je pense que ça, c'est essentiel en fait. Et qu'est-ce qui fait justement, tu disais il y a plein de cabinets qui font ça, qu'est-ce qui fait toi ta touche perso là-dessus? Alors de mon expérience et de la visibilité que j'ai un petit peu dans les autres cabinets par des amis ou autres, je pense que déjà il y a des cabinets qui te vendent ça sur le papier mais ne le font pas vraiment. Donc ça c'est une première catégorie. Après je pense qu'il y a des cabinets qui vendent ça, le font vraiment, en tout cas sont sincères dans leur démarche. Mais pareil, un cabinet est une entreprise et en fait, c'est toujours l'histoire du cordonnier mal chaussé, tu vois. Et je pense que d'ailleurs, moi-même, on l'était dans mon cabinet à certains moments. Et c'est pas parce qu'aujourd'hui je suis plus seule ou entourée avec des partenaires avec un business model différent du classique patron salarié que j'ai pas d'angle mort. Hein, j'en ai forcément. Dans l'humain, c'est obligatoire. Mais du coup, je pense que voilà. Peut-être moi ma valeur ajoutée, c'est d'aller mobiliser des outils que j'ai puisés plutôt dans la psychosocio, la sociologie des organisations et vraiment avoir des sciences humaines derrière en termes théoriques. Et voilà, ça je pense que c'est pas tous les cabinets ou même tous les autres gens qui font ce métier qui utilisent ces outils-là. Voilà, les sciences humaines c'est un énorme atout je trouve dans nos métiers. Et tu parlais de partenaires. Comment tu travailles aujourd'hui justement dans ta société? Qu'est-ce que tu travailles toute seule? T'es avec je travaille essentiellement toute seule parce que les projets que j'ai pour l'instant, ils me permettent pas toujours de faire monter des partenaires, ça dépend. J'en ai eu quelques-uns quand même sur ces dernières années. Comment je travaille? On s'appelle, on répond à des propals ensemble et puis si ça marche, on lance le projet. Et moi, j'ai une facilité plutôt à travailler avec les gens, donc voilà. Que ce soit moi qui sois en chef de projet ou j'ai aussi été dans le cas où j'étais pas chef de projet, où j'étais plutôt la sous-traitante. Intervenante, ouais. Oui, c'est ça, l'intervenante, la co-intervenante. Ça dépend encore une fois de la culture de l'autre partenaire, tu vois. Ça, je trouve intéressant aussi. Quand t'es en cabinet, t'as une culture et t'as vraiment, au bout d'un moment, t'intègres le mode de fonctionnement et on est tous un peu harmonisés, quoi. Il y a une forme d'uniformité qui est normale aussi. Là, quand t'es avec plus différents partenaires, il y a aussi ce côté adaptation au mode de boulot de chacun et à la culture de chacun. Et puis quand t'es sous la marque de quelqu'un d'autre, tu vois, il y a un peu cet esprit cabinet quand même. C'est-à-dire que là, tu portes à nouveau l'étendard d'une autre structure. D'où l'importance de bosser, c'est comme les clients, on les choisit nos partenaires. Donc de aussi bosser avec des partenaires où on est vraiment alignés. Moi, je trouve que c'est assez fluide, facile. Et aussi, c'est vrai que j'ai dit ma structure, mais en fait, j'ai un peu parlé vite. En fait, moi, j'ai pas vraiment fondé une structure SAS ou quoi que ce soit. Je suis dans une coopérative d'activité et d'emploi. Ah, ok. Et je sais pas si tu connais ce modèle. Pas du tout. Ça, c'était un gros choix aussi quand je me suis lancée. Est-ce que je suis auto-entrepreneuse au début, puis après on verra. Est-ce que je lance direct une structure juridique à part, une boîte, quoi. Et puis, moi, j'ai des amis entrepreneurs qui sont passés par la CAE. Ok. Donc le système, la coopérative, c'est une SCOP. Et en gros, tu es salarié au sein d'une coopérative avec d'autres salariés qui sont aussi des entrepreneurs. En fait, on a un statut de salarié entrepreneur. D'accord. Ce qui veut dire qu'en fait, tu utilises comme du portage salarial sur le plan juridique, tu vois, c'est-à-dire que tu utilises le SIRET de la boîte. Tu mutualises du coup les coûts sur tout ce qui va être la gestion administrative, la compta, les outils, etc. internes. Et après toi tu te gères ton salaire, tu te gères quoi sur comment ton salaire t'est versé. Que j'ai vu souvent, ouais. Et ben non, parce que on en fait malheureusement pas beaucoup la promotion en France et c'est très dommage parce que moi je trouve ça super. Surtout quand tu te lances, tu vois, ça te sécurise aussi sur t'as le statut salarié, donc mine de rien tu cotises et tu bénéficies quand même de tout le système social français. Et en même temps, tu as cette liberté parce que c'est quand même toi qui dois facturer, c'est quand même toi qui te paye. Tu es ton propre patron, personne te dit quoi faire, etc. Par contre, tu as aussi cet appui et surtout, tu as la communauté. Et moi, j'avais une crainte en me lançant à mon compte, c'était d'être seule. Et là, je ressens pas de solitude, en tout cas beaucoup moins que si j'avais été en auto-entreprise, par exemple. Et les autres membres de la communauté, du coup, c'est qui?
Et ben, ils font des métiers très variés. Ah ouais? Ouais, carrément. Il y a beaucoup de consultants. Dans tout domaine, il y a pas mal de gens qui font mon métier, qui font comme moi. Mais il y a aussi des photographes indépendants, des journalistes aussi, tu vois. Il y a une personne qui travaille plutôt dans tout ce qui est maquillage, cosmétique. Il y a des gens qui font de la communication. Donc soit comme du management de transition, mais encore, ou d'ailleurs des DRH de transition aussi, par exemple. Voilà, t'as plein de... Et puis le conseil, tu peux avoir du conseil en RH, en com, en design. Oui, il y a pas mal de designers aussi. Ah non, vraiment, t'as plein de métiers. Et ça, c'est une autre richesse aussi, je trouve, de ce modèle, c'est d'être dans une coopérative d'entrepreneurs, c'est vraiment pouvoir rencontrer des gens qui font pas ce que tu fais et confronter aussi, partager tes problématiques avec des gens qui ont un regard vraiment neuf parce qu'ils connaissent pas ton monde parfaitement et du coup, ils vont poser des questions qui peuvent paraître naïves. Et en fait, nous, on se les pose plus parce qu'on est trop dedans. On baigne dedans. Ouais, on est trop dedans. On est dans notre jargon, on a le nez dans le guidon. Et en fait, des fois, ça fait du bien. Ça met un peu d'air frais, là. Ça, c'est chouette. Et puis même, comme je disais, moi, je m'énergise avec les relations et ça me donne le sourire. Donc, voilà, de pouvoir, des fois, il y a du cowork, par exemple, à la coopérative. Donc, ils ont des locaux. On peut se rencontrer, coworker ensemble. Après, il y a des événements plus festifs, de réseautage où on peut se rencontrer, passer des temps ensemble, travailler ensemble. Enfin, voilà. Et en plus, c'est une ressource aussi en termes de partenaires. Parce que si moi j'ai un client qui a un besoin spécifique, mais qui n'est pas dans mon champ de compétences, voilà, moi je sais que je peux lui donner des noms de gens que je connais, que j'ai rencontrés, donc je vois un peu la relation, je vois aussi comment ils sont, si ça va fitter, et je peux recommander des profils. Donc ça, ou même co-intervenir si on est sur un projet où vraiment c'est pertinent. C'est pas encore arrivé pour l'instant, mais voilà, du coup c'est très chouette d'être dans ce modèle-là. Donc depuis le début, j'y suis depuis le début et pour l'instant ça me plaît. J'ai pas envie de changer. Génial. Ah non, c'est un modèle que je connaissais pas du tout, tu vois. C'est très intéressant. En plus, il y a un côté un peu militant aussi, parce que le mouvement coopératif et l'être dans une scope, ça me parle aussi énormément en termes de valeurs et de ce que j'ai envie de voir se développer dans la société. Et moi, je trouve ça très triste qu'on le mette pas en avant, à tel point que quand j'étais chez Pôle emploi post licenciement économique fin 2020, j'ai assez vite dit à la conseillère que je voulais me lancer à mon compte. Donc j'ai quand même exprimé ce besoin. Même eux, ils m'ont jamais parlé de ça. Je l'ai vraiment su parce que j'ai la chance d'avoir des copains qui se sont lancés dans l'entrepreneuriat avant moi, qui ont eu les mêmes questionnements et qui ont trouvé le truc, souvent par bouche à oreille aussi. Donc en fait, les institutions ne te guident pas trop vers ça, ou en tout cas ne sont même pas trop au courant en fait que ça existe. Quand j'ai voulu me lancer, j'ai parlé à mes copains entrepreneurs assez vite pour avoir leur retour d'expérience, comment ils avaient fait au début, parce que je m'étais dit si j'ai une structure, c'est quoi les démarches, etc. Et en fait, ils m'ont parlé assez vite de ça. Donc ouais, le modèle topissime pour moi, adapté à tout en fait, sur le plan vraiment, on va dire stricto sensu des finances et de sécurisation, etc. Mais aussi sur les valeurs en fait, sur l'adéquation avec aussi comment je vois la société et ce que j'ai envie d'y promouvoir. Donc, je suis parfaitement alignée et ça, c'est très chouette. Et justement, en montant ta société, quelles sont les difficultés que tu as pu rencontrer ou pas d'ailleurs? Justement, la coopérative, ça facilite tout parce qu'en fait, finalement, c'est un contrat de salariat, donc c'est vraiment smooth. Eux, ils te fournissent plein d'outils, tout est clé en main, c'est hyper facile. Puis il y a un vrai parcours d'accompagnement. Et après, moi, non, à part moi, c'est vraiment la réflexion sur comment je vais formuler ma proposition de valeur, la marketer. Et après, peut-être c'est le commercial qui a été pour moi au début plus dur parce que quand j'étais en cabinet, je faisais pas la partie aller chercher le prospect. Ça, c'était nouveau quand je me suis lancée parce que je l'avais jamais fait en cabinet d'aller vraiment chercher moi-même dans le dur ou faire du réseautage pour trouver, etc. Et donc ça, peut-être, ça a été quelque chose de plus difficile au début, de oser, puisque moi, j'avais toujours peur de déranger, de m'imposer. Alors que non, en fait, au pire, quelqu'un te dit, il a pas besoin, ou ça l'intéresse pas, et puis c'est pas grave, on se reparle dans 3 mois, et on se prend des nouvelles, quoi. Et puis justement, il y avait aussi de quelle manière on fait du commercial. Moi, comme j'étais pas hyper à l'aise avec le truc un peu froid de contacter dans le dur des gens que je connaissais pas, même si maintenant j'essaie de le faire davantage, quand même pour élargir mes prospects. Ce que j'ai fait en fait, c'est que j'ai fait du Fanny. Je me suis dit, moi, ce que j'aime, c'est prendre un café et faire un déj. Voilà, et papoter, que les gens me racontent leur vie, que je raconte la mienne. Donc j'ai commencé à réactiver les gens que je connaissais de mon petit réseau d'avant le cabinet, enfin quand j'étais en cabinet, mais aussi mon réseau même plus large en fait, parce que comme je suis beaucoup dans le monde associatif, en fait je me suis rendu compte que j'avais un réseau aussi qui allait au-delà de ça. Et puis de revoir aussi des amis, savoir ce qu'ils faisaient professionnellement et tout. Et puis en fait j'ai fait ça, j'ai fait des déj, des cafés. J'ai essayé de m'astreindre chaque semaine à avoir 2 à 3 personnes, en fait. De tout réseau, de mes réseaux, mais de tous mes cercles confondus, finalement. Et j'y allais, au début, je me stressais en me disant, ah oui, il y a un peu un côté prospect. Puis après, je me suis dit, mais il faut lâcher ça, en fait. Il faut lâcher ça, il faut y aller en mode comme toi, tu prends des nouvelles des gens, et sincèrement. Et en fait, ça a vachement plus marché.
Tu vois, moi, j'ai une image que j'ai, c'est vraiment plutôt que venir vendre ton tapis où l'autre se dit, oh là là, il me saoule à vouloir vendre. Moi, j'aime pas, tu vois, qu'on m'aborde et qu'on me dise, achète mon produit, il est super. Je déteste ça et du coup, j'ai pas envie de faire ça aux autres. Mais par contre, juste donner des news, discuter et dire, ah tiens, t'as ce petit problème, et puis en fait, on commence à en échanger, et puis en fait, c'est même l'autre spontanément qui va dire, ah mais toi, en fait, t'as un éclairage intéressant, tu pourrais m'aider, ou en tout cas, t'as une ressource autour de toi qui pourrait m'aider, et en fait, et des fois, c'est peut-être pas une vente pour moi, mais on s'en fout. Ouais, c'est ça. C'est pas le sujet, en fait. Et du coup, quand vraiment, dans mon intention, j'ai été alignée avec ça, c'est-à-dire d'aller au déj, pour vraiment rencontrer quelqu'un, m'intéresser à ce qu'il fait, ce qui lui arrive, dans son boulot ou ailleurs d'ailleurs, en fait, ça a changé la dynamique, ça a tout changé et ça a généré des vrais leads de qualité derrière, en fait. Donc, voilà, plutôt sur la qualité que la quantité, moi, dans ma prospection, ce qui, du coup, marche plutôt bien parce que je suis en croissance depuis 3 ans et demi, 4 ans, là. Et voilà, avec quand même toujours ce truc de, le problème de la qualité et pas la quantité, c'est que dans nos métiers, c'est en dents de scie, l'activité. Et oui. Et donc là, ça pose des questions de sécurisation, de visibilité et aussi de taille de projet. Parce que quand tu décroches des missions, mais qu'en fait c'est du one shot et tout, c'est pas pareil que quand t'as un projet sur plusieurs mois. Donc il y a aussi ça, gérer sa charge. Si je dis oui à tous ces petits trucs one shot et que j'ai un lead sur un projet, comment je fais? Bon là il y a les partenaires, etc. Mais voilà, ça pose plein de questions aussi de comment on se projette et d'organisation. Ouais, c'est ça exactement. Et de sécurisation personnelle aussi, parce que on veut pouvoir payer son loyer, faire ses courses, faire un vivre, quoi, partir en vac, aller au ciné. Donc voilà, du coup. Ça, je pense que le commercial, et c'est toujours aujourd'hui quelque chose qui n'est pas facile pour moi parce que c'est pas naturel, c'est pas le truc qui m'amuse le plus, mais j'ai essayé d'en faire quelque chose qui m'amusait plus, qui me donnait plus le sourire, justement. Parce qu'au début, j'y allais en grognant un peu. C'est ça. Et pour quelqu'un qui est orienté relation, comme tu dis, c'est vrai qu'en mettant en avant ce côté-là et en y allant vraiment, authentique et dans la relation, c'est ce qui marche. Mais en fait, finalement, c'est ce qui marche dans les interventions aussi. Donc, quand je crois qu'il y avait un déclic dans ma tête quand même à la fin de la première année en me disant mais pourquoi j'essaye de rentrer dans un moule, parce que pareil, les gens te donnent des conseils et c'est logique. Enfin, je fais la même chose avec mes potes qui veulent se lancer et tout. Mais je pense que le meilleur conseil finalement, c'est de trouver il y a plein de techniques en prospection et en vente, c'est de trouver les trucs qui se rapprochent le plus de qui tu es et ce qui va être plus facile pour toi à mettre en œuvre parce que ça va pas aller contre ta personnalité, ça va pas aller contre ce que tu es, ce que tu veux être. Parce que en fait, si tu te mets dans cette espèce de conflit intérieur, déjà ça va se ressentir. Donc autant te dire que non, surtout que je disais que dans le conseil, on choisit les gens surtout pour qui ils sont. Enfin, Donc si dans la relation déjà, la première rencontre, on sent que t'es crispé ou c'est parce qu'on dégage des choses qu'on le veuille ou non en fait. Et ça se sent, c'est un peu invisible et on n'est pas les mots dessus, mais on le sent quand même. Et en fait, quelqu'un qui repart avec cette sensation un peu désagréable de il y avait quelque chose de bizarre, qui a pas fait. En fait, même si c'était super intéressant ton pitch, il aura juste retenu la sensation en fait. Et à l'inverse, si par exemple t'as pas du tout parlé de vente ou quoi, mais que par contre t'as passé un bon moment avec cette personne et qu'elle t'a même aidé ne serait-ce que sur un petit truc parce que on a parlé d'une problématique, cette personne, si tu lui reproposes un déj dans 3-4 mois, elle va te dire oui. Ouais, c'est sûr. Et peut-être que ça va pas vendre, mais encore une fois, j'y vais pas pour ça. En fait, c'est pas le but. Déjà aussi, je trouve ça intéressant les problématiques des gens parce que en fait, ça me nourrit sur mes réflexions pour d'autres clients parce qu'en fait, je me rends compte que globalement dans les boîtes, c'est quand même un peu toujours les mêmes problématiques. Surtout quand t'as des managers en face de toi, ils ont souvent les mêmes problématiques en fait. Donc c'est intéressant de voir dans des boîtes différentes, dans des cultures différentes, que comment les mêmes problématiques sont traitées ou pas traitées. Et moi, ça m'inspire aussi. Donc en fait, quoi qu'il arrive quelque part, même si j'avais une vision utilitariste, des choses qui sont intéressantes et qui permettent aussi peut-être d'amener d'autres services plus tard sur d'autres choses. Exactement, mais c'est ça, j'allais dire, même en ayant une vision hyper utilitariste du truc, en fait, moi, j'en retire quelque chose parce que j'ai au moins un apprentissage, passer un bon moment aussi. Au pire, j'ai appris un truc et j'ai appris des choses, sur la personne, sur ce qu'elle vit, sur la boîte, ça peut me nourrir. Et puis au mieux, je lui ai laissé une super impression et c'est peut-être elle qui va me rappeler dans 3 semaines pour dire, écoute, j'ai cette problématique, viens, on en rediscute et là, peut-être ça va dégager sur un lead. Enfin, la prospection, faut être soi-même, faut essayer vraiment d'être aligné en fait. Et ça marche en fait. C'est ça qui est fou, c'est quand j'ai commencé à voir les résultats, je me suis stressée tout ce temps alors que finalement la solution était si simple. Mais bon, on se projette plein de trucs dans notre tête, on se dit il y a des méthodes, il y a des ci, il y a des ça et on en revient sur ce que je disais, la méthode elle a beau être parfaite et peut-être elle fonctionne pour d'autres, mais pas pour tout le monde. C'est ça. Et donc, plus tu essayes de suivre une méthode toute faite où tu te dis, il faut que je fasse ça, et moi, ça marche. C'est ça. Et c'est l'humain encore qui gagne parce que, quand j'ai commencé à être moi-même et à dire, OK, je vais faire du commercial à ma sauce avec ce qui me ressemble, ça a beaucoup plus fonctionné pour moi. Et en plus, je repars avec le sourire. Donc, je suis gagnante sur tous les tableaux. Et tu sais où est-ce que tu veux aller
avec ta société? Ah là là, excellentes questions que je me suis posées cette année. Donc en voyant la bonne dynamique sur les 3 dernières, et donc cette année, je me suis effectivement, dans le cadre de ma coopérative, en plus, ils proposent aussi par exemple des sortes de groupes de co-développement avec d'autres entrepreneurs, justement pour des entrepreneurs qui sont un peu à des années charnières de leur activité, et qui se posent ces questions-là. Et donc ça m'a permis d'y réfléchir. Je pense que j'ai envie de me développer. Moi, il y a un premier objectif qui est vraiment ne plus avoir à m'inquiéter de comment je me paye. Là, cette année, je me suis pas beaucoup inquiétée. J'ai eu un arrêt maladie qui a été un peu chiant en cours d'année, mais sinon, je me suis pas beaucoup inquiétée. Mais quand même, il y a des périodes où je me dis, tiens, là, j'ai des leads et tout, mais s'il y en a aucun qui s'active, c'est quand même pas fou, quoi. Moi, j'aimerais vraiment qu'il y ait plus ce stress, ou en tout cas qu'il soit minime. Ça, c'est un premier objectif. Donc, c'est d'aller décrocher des gros projets, plutôt de moyen long terme. Ça, c'est vraiment ça que j'aimerais. Et surtout parce que aussi, ça me permettrait de faire monter des partenaires, parce que moi, j'aime bosser avec des gens. Donc ça, c'est vraiment objectif à la fois sur le plan, on va dire, finance, argent, mais aussi humain, de pouvoir collaborer avec d'autres partenaires, donc sur des projets à plus grande ampleur, et aussi être plus longtemps chez les clients pour vraiment rentrer dans leur sujet et apporter un maximum aussi de valeur pour eux. Et puis après, sur ce que je vise, c'est une bonne question, mais j'aimerais quand même avoir une sorte de vie avec les partenaires, tu vois, que ce soit pas je te fais monter sur un projet et puis on se voit que pour le projet. Je sais pas, j'aimerais trouver une dynamique un peu dans l'esprit de la coopérative, tu vois, c'est comment je fais vivre un peu un vrai réseau finalement qui travaille ensemble autour de Noda Conseil, tu vois. C'est-à-dire que aussi quand j'ai créé la marque, je me suis dit bon, maintenant je suis plus Fanny Helleux indépendante, je suis OK, patronne, je suis dirigeante d'un cabinet qui s'appelle Noda, tu vois, c'est changement de posture aussi. Et je me dis bon, je vais faire travailler des partenaires. Puis parce que c'est des gens avec qui j'ai envie de bosser, que j'apprécie, et puis comme ça on aura des super projets plus gros, plus sécurisants, mais aussi qui nous amusent. Et surtout j'ai envie qu'on s'enrichisse en fait, qu'on apprenne des uns des autres, qu'on continue dans cette dynamique, parce que j'avais ça dans mon cabinet avant, et je pense que j'ai envie un peu de retrouver cette dynamique là. Parce que le cabinet dans lequel j'étais, c'était une PME, on était une dizaine, et moi c'est une taille que j'aime beaucoup. J'avais pas fait le choix en sortant d'études d'aller dans des grands cabinets. Ouais, exactement. C'est notre expérience, hein, mais j'ai aussi déjà bossé dans des grands groupes, notamment dans mes stages en alternance avant d'avoir le premier job de conseil. J'avais bien aimé, mais je trouve que la taille humaine c'est vraiment le mieux. Enfin, moi, ça me convient bien, quoi. Et donc je pense que j'aspire un peu à retrouver cette dynamique-là et d'être un peu en animatrice de réseau, qui en plus fait un peu lien avec ce que je fais aussi dans l'associatif, d'aller animer des groupes de personnes qui ont envie d'être ensemble et qui sont là vraiment parce qu'ils ont envie d'être ensemble autour d'un objet commun, et ça me parle énormément. Tu parlais de l'association justement, tu as été présidente de l'association Féminicité. Ouais, exact, tout à fait. Alors Féminicité, c'est une association féministe qui traite des questions de genre, notamment dans les espaces publics et urbains, donc c'est assez niche mine de rien. Et en fait, elle a été créée en 2015 à l'initiative de Léa Delmas, qui elle a fait des études justement en politique territoriale, etc. Et qui bosse dont le métier aussi elle bosse en mairie, donc c'est ces sujets-là. Et puis on s'est rencontrés dans ce cadre-là. Elle est devenue une super amie. Et en fait, moi, je monte dans le projet dès le début en 2015, au CA, au conseil d'administration, au début secrétaire, après trésorerie. Puis en fait, finalement, quand elle a quitté son mandat de présidente, donc elle était la première présidente, elle m'a proposé en fait de prendre la suite. Donc j'étais hyper honorée, et donc j'ai pris la suite pour quelques années, présidence de Féminicité. Et on a développé plein de projets, c'était très chouette. Voilà, et puis surtout, ça allait dans le sens de mes valeurs aussi. Je suis profondément féministe, donc. Pourquoi finalement justement cet engagement autour du féminisme et sur ce sujet-là spécifiquement? Alors déjà, je pense que l'engagement associatif, c'était même avant Féminicité, parce qu'avant j'avais été chez les Jeunes Européens, donc parce que je suis aussi fédéraliste sur le plan européen. Donc du coup, ça c'était ma première expérience associative. Et puis donc déjà j'ai ce goût d'aller donner du temps aussi pour des causes qui me plaisent, qui m'intéressent, où je peux discuter avec les gens, où c'est politique. Je pense que assez vite en fait j'ai aussi découvert que j'avais une appétence pour ce qui est politique, et d'avoir des échanges sur les enjeux politiques de la société et comment moi je veux contribuer en fait. Donc ça, après j'ai fait un petit tour aussi par un petit parti politique qui s'appelle Nouvelle Donne, qui était vraiment très en marge. Et voilà, je me souviens très bien. mais qui a compté, je sais pas, 11 000 adhérents à un moment donné. Ouais. Alors aujourd'hui, je pense que ça vivote plus qu'autre chose, mais bon, je suis passée 1 an et demi là-bas, j'ai découvert que tout ce qui était parti politique, c'était pas fait pour moi. Trop d'enjeux internes de pouvoir, de ce genre de choses, et moi j'ai pas le temps pour ça. Donc il y a
voilà, j'ai envie de faire des actions qui ont de l'impact. Et donc du coup, après c'est la rencontre en fait. Je pense que première chose, le féminisme, ça c'était une valeur, voilà, j'étais à fond. Mais pourquoi tout ce qui était urbain et espace public, moi c'est pas du tout ma formation de base. Mais quand même après voilà, les enjeux, c'est les premiers enjeux auxquels on pense quand on a ces sujets, ça va être surtout le harcèlement de rue, mais pas que en fait, hein, c'est aussi comment on aménage en fait l'espace public au regard du genre, parce que il y a des enjeux différents selon si on a un homme ou une femme dans la rue. Et c'est aussi on pense souvent aux pubs, aux publicités, voilà, qui sexualisent les femmes. Voilà, on pense souvent à ça, mais en fait il y a tellement d'autres enjeux. Moi je connaissais pas, mais en fait c'est le coup de cœur que j'ai eu aussi pour le projet que portait Léa justement. Et là on revient sur la rencontre, sur la relation, l'importance pour moi aussi des gens avec qui je travaille. Et c'était déjà ça un des critères, et elle plus les autres bénévoles qui commençaient à se manifester pour être volontaires, ça avait l'air d'être une bonne équipe de gens que je connaissais pas à ce moment, et la plupart sont devenus des très très bons amis, le sont toujours, et on a milité ensemble pendant des années, et c'était vraiment des bons souvenirs de ces années-là féminicité. Voilà. Mais bon, après, je pouvais pas cumuler présidence plus me lancer à mon compte. Là, ça faisait beaucoup quand même. Donc, j'ai, moi aussi, proposé à une autre bénévole qui était là depuis longtemps de prendre le relais. Et donc, l'asso, elle vit toujours. Elle vit toujours. Elle a 9 ans. Ça fera 10 ans en 2025. Et ouais, donc quand moi je me dis les tout premiers, les dinosaures des premières années sont plus là maintenant. Enfin, plus au CA, en tout cas, on gravite autour de l'asso, mais on n'est plus du tout investi. On n'a plus trop le temps, on a fait autre chose. Je me dis c'est quand même chouette de voir que l'asso elle vit sans nous et qu'elle a continué et qu'elle fait des projets toujours aussi cool. Et de quel projet es-tu la plus fière finalement dans le cadre de cet asso? Ouais, alors un projet, on avait quelques interventions parce que mine de rien, au moment c'est un peu professionnalisé en fait, et comme c'est de niche et qu'il n'y a pas beaucoup d'acteurs sur ce créneau, en tout cas sur la région parisienne. Parfois les collectivités locales, donc les mairies par exemple, peuvent nous solliciter. Et moi j'ai travaillé avec une mairie en petite couronne, là on était plusieurs bénévoles dessus, sur ce qu'on appelle des marches exploratoires dans un quartier. Et les marches exploratoires, c'est vraiment prendre un groupe de femmes, d'habitantes, et de circuler dans leur espace de vie et qu'elles nous disent un petit peu leurs difficultés. Voilà, c'est vraiment orienté usager, quoi. Génial. Et donc, qu'est-ce qu'elles vivent en tant que femmes? Et on est vraiment sur les sens, sur la vue, l'ouïe, même l'odeur, le toucher aussi. Est-ce que c'est facile de se repérer? Et du coup, les sentiments d'insécurité le soir ou en journée. Est-ce qu'il y a des endroits mal éclairés? Enfin voilà, plein de questions comme ça. Donc, on est vraiment sur le parcours usager. Marche exploratoire, et l'idée c'est aussi dans une démarche d'empowerment, comme on dit, d'empouvoirment en français, c'est-à-dire de redonner le pouvoir à l'usager, aux citoyens. C'était qu'on s'est dit ce serait bien que les habitantes elles-mêmes elles fassent leur restitution devant le bailleur, parce que c'est dans un quartier donc avec les bâtiments, je pense que c'était la propriété d'un bailleur social. Et avec la mairie, pour qu'elle fasse la restitution elle-même de tout ce qui était ressorti de la marche exploratoire, des ateliers, etc. Donc ça a duré 1 an. Il y avait plusieurs marches. Il y a eu des ateliers de travail où on faisait la synthèse, où on avait des cartes. Elle disait là on pourrait modifier dans le quartier ça. Et donc à la fin, avec l'apothéose, restitution à la mairie par les participantes. Et voilà, puis il y avait un enjeu aussi de les faire venir parce que c'était le week-end. C'était souvent, comme c'est des femmes, c'est aussi souvent des mamans. Ouais. Donc il y a aussi les enjeux des enfants, etc. Et donc déjà de les faire venir, il y a quand même eu un petit noyau d'habitantes qui sont venues régulièrement. Donc pour nous c'était quand même une réussite, mais c'était beaucoup de travail. Et donc, ça a abouti à des changements justement. Alors oui, mais marginaux. Mais oui, 1 an après, on avait contacté la mairie pour justement faire un peu le bilan. Et il y a eu quelques petites choses qui ont été changées, effectivement, notamment sur le ils ont mis une sorte de square dans le quartier, donc ils ont changé certaines choses en termes d'éclairage, de sécurité. Mais je pense qu'ils ont pas, en termes d'usage, ils ont pas forcément tout pris en compte, mais en tout cas, ça a le mérite d'exister. Parce que c'est parfois ce qui est un peu frustrant dans le cadre de ces démarches, en fait, c'est qu'on passe beaucoup de temps à faire des diagnostics, à faire des propositions, en fait, d'amélioration. Exact. Et que ça se concrétise pas toujours sur le papier. Non, c'est une question de volonté politique et de budget, parce qu'après, pour les collectivités locales, l'enjeu budgétaire, il est souvent énorme. Enfin, d'ailleurs, malheureusement, il prime sur beaucoup d'autres enjeux, parce que c'est vraiment on compte les sous, quoi. Et là, en l'occurrence, d'ailleurs, ils avaient fait cette démarche aussi parce qu'ils avaient un budget qui était fléché sur l'égalité femmes-hommes. D'accord. Donc de toute façon, ils avaient le budget, donc là ils étaient dit on fait ça, etc. Par contre après, une fois que tu fais ton direct, tu leur dis il faudrait changer ça.
Là, par ils ont contre, plus le budget. en fait, on n'est plus dans le budget de la démarche. Il faut qu'ils aient du budget pour faire les changements, et parfois, d'ailleurs, c'est pas fléché dans les mêmes catégories parce que c'est pas des changements du même ordre. Et ça, tu peux pas le garantir. Déjà, tu sais pas avec quoi tu vas sortir comme diagnostic et tu peux pas garantir derrière que ça va correspondre au budget qu'ils ont dans les caisses, sachant qu'ils ont déjà pas toujours le budget, qu'ils voudraient eux pour faire tout ce qu'ils voudraient. Donc ça c'est la dure réalité, et puis c'est aussi des questions parfois de volonté politique, ça dépend de l'envie, que ce soit de la mairie, de l'équipe, des élus en fait, du conseil municipal, d'avoir envie ou pas d'allouer le budget à ce genre de changement. Donc bon, après là c'était une mairie en l'occurrence quand même qui avait envie, ils avaient demandé déjà s'ils avaient demandé ce budget qui était fléché là-dessus, c'est qu'ils avaient envie, ils ont quand même suivi la démarche. Mais c'est intéressant, je sens, de se plonger dans les difficultés et dans les enjeux d'une mairie, parce que tu te dis, ah oui, c'est pas simple au quotidien, quoi. Pour là encore, la coopération, c'était aussi, avec la mairie, c'était aussi une question d'humain, beaucoup d'humain, et de mettre de l'huile dans les rouages, à plein d'endroits, quoi. On parlait tout à l'heure d'hyperactivité, du fait que tu faisais plein de choses au quotidien. C'est quoi les effets en fait de cette hyperactivité, les effets à la fois positifs et négatifs? Alors négatif, c'est la fatigue. Alors surtout, je pense que il y a eu un avant-après Covid, parce que je pense que le Covid m'a fait prendre compte. Ouais, c'est ça. J'ai réalisé, parce que le Covid m'a stoppé net le confinement. Et donc j'ai réalisé que j'étais complètement dans un rythme effréné, mais en fait tant que t'es dedans, il t'énerve. Enfin, c'est très paradoxal, à la fois tu sens une fatigue, mais comme t'es tout le temps t'es énergisé par ce que tu fais, parce que t'es passionné, t'es à fond, tu le ressens pas vraiment. Du coup, toi t'as l'impression que tu vas bien, et par contre quand il y a eu le confinement, j'ai le stop que ça a mis, je me suis rendu compte que tout ce que je dépensais comme énergie, mais je pense que je m'alimentais beaucoup des échanges et de l'autre, c'est ça exactement. Mais quand même, je me suis aussi rendu compte que j'étais drainée, quoi. Et puis aussi, alors, je suis pas vieille, mais mine de rien, quand t'as 20 ans et 30, en vrai, il y a déjà une diff. Il y a déjà une différence. Attends, ça continue après. Parce que maman me dit. Donc voilà, du coup, il y a aussi ça, c'est que peut-être quand j'étais étudiante, moi j'ai commencé à vraiment être hyper investie dans l'associatif autour de 18-19 ans. Donc là, j'avais masse d'énergie, il y a pas de souci, je pouvais dormir juste 5 heures par nuit. D'ailleurs, ma mère, quand je vivais encore chez elle pendant les études, elle me disait ça, elle me dit, mais tu dors quand? Et pas beaucoup, mais c'était suffisant apparemment pour faire ce que je faisais. Mais c'est vrai que par contre, aujourd'hui, la fatigue, je la ressens plus. Par contre, l'effet positif, c'est le sentiment d'accomplir des choses, d'apprendre énormément. Je pense que ce que j'ai fait dans l'associatif m'a beaucoup aidé dans le milieu professionnel quand j'ai commencé ma vie pro, parce qu'en fait, j'avais déjà une mini vie pro. D'ailleurs, sur le CV, je valorise mes expériences associatives comme mes expériences pro, quasi au même niveau. C'est vrai, c'est comme si moi j'avais une double vie en fait sur 6-7 années. En fait, c'est comme si j'avais 14 ans d'expérience au lieu de 7. Bah, bien sûr. Parce que j'ai fait autant de trucs à côté que je faisais dans la vie pro. Et donc du coup, je pense aussi que professionnellement, ça m'a vachement aidé, parce que très vite, je voyais bien que je matchais assez avec les attentes de performance et tout, parce que même en étant junior, en fait, j'avais tellement déjà intégré de choses que ça m'a aidé beaucoup, beaucoup. Et est-ce que travailler dans le milieu associatif, c'est plus facile que de travailler dans le milieu de l'entreprise? Alors, travailler au sens vraiment être salarié, être employé, quoi. C'est ça que tu veux dire. Donc, je pense même au sens salarié, mais même au niveau de la coopération, puisqu'on parle de la coopération. Non, je sais pas s'il y a un cliché comme quoi oui, mais non. Non. Au contraire, moi je dirais plus que dans l'associatif, comme t'as aussi des enjeux budgétaires forts, souvent ça vient mettre la pression sur les enjeux humains, ça peut être même pire, moi je trouve. Et en plus, le rapport à l'engagement dans l'associatif est pas du tout le même que dans le privé, enfin dans les boîtes, les entreprises privées. Parce que quelque part dans le privé, tu fais un job, si t'es pas passionné par ce que tu fais, finalement, c'est pas si grave. Tant que tu fais le job, tu vois, on te paye et puis voilà. Même si on parle de plus en plus d'engagement d'entreprise. Mais dans l'associatif, souvent les gens, ils viennent pas pour l'argent, pour le salaire, parce que c'est pas là où t'as les plus gros salaires. Ils viennent pas forcément pour faire une carrière non plus, parce que c'est pas non plus là où t'as des super parcours de mobilité interne, tu vois. C'est souvent par valeur, en fait, pour leur valeur, parce qu'ils ont envie de porter ce que l'objet de l'association correspond à ce qu'ils ont envie de développer. Donc t'as aussi un surengagement parfois qui fait que les gens, ils se crament, en fait, ils se crament dans le boulot parce qu'ils sont surengagés, ils veulent faire le max. Et en plus, si en plus c'est des militants, par ailleurs, parce que parfois tu peux être employé d'une structure associative et aussi avoir cette casquette un peu militante, un peu bénévole par ailleurs, parfois même dans la même structure, ce que j'ai déjà vu. Et là, je trouve qui vraiment, là, t'es dans le surengagement, quoi. C'est-à-dire, non seulement c'est le job, et en plus, toi, tu réinvestis de l'énergie dans ton temps libre, mais volontairement. Bon, là, moi, je trouve que c'est des profils encore plus à risque, finalement.
quelque part. Donc, et en plus, sur la coopération, t'as les mêmes problèmes que, ça reste une organisation, avec des enjeux, dès l'instant il y a du salariat, il y a des liens de subordination, t'as des enjeux de pouvoir, t'as des enjeux politiques aussi, selon l'objet de ton association. Et mine de rien, ça joue. Donc en fait, tu te retrouves quand même avec des dynamiques de coopération qui peuvent tout à fait rencontrer les mêmes problématiques qu'ailleurs, parce qu'après il y a l'humain, c'est le même dans le privé que dans l'associatif. Et puis après, même sur la gouvernance, si c'est différent en association, parce que si t'es loi 1901, effectivement, tu n'as pas de but lucratif, donc tu ne cherches pas à être rentable, etc. Mais quand même, tu cherches à être au budget. Tout à fait. Ce qui est quand même parfois une pression. Alors pas là, c'est pas une course à la rentabilité, mais il y a quand même la pression va se faire sur les coûts en général ou trouver les financements quand t'es très dépendant des subventions. Ça c'est compliqué. Donc du coup, il y a aussi tout un enjeu à renouveler des modèles économiques dans l'associatif parce que les subventions aujourd'hui elles sont de plus en plus rares. Oui, c'est très dépendant du contexte politique. Donc, oui, plus t'as de subventions, plus tu dépends de la politique. Exactement, et grosse incertitude. On parlait d'incertitude tout à l'heure. Bah là, t'es au max dans l'incertitude en termes de sécurisation, c'est compliqué en fait. Et donc il y a ça. Et puis même si la gouvernance est un CA, en fait, bah pareil entre l'équipe technique, le DG, tu vois la DG avec ses salariés, et puis t'as le président, la présidente avec les élus. Bah en fait déjà le niveau d'investissement, ils sont bénévoles ceux qui sont élus. Bah leur niveau d'investissement, tu le connais pas. Il y en a, ils sont trop là, et il y en a, ils sont pas du tout là, tu vois. Et des fois, le curseur entre les deux, il est pas forcément simple à trouver, donc, sauf que c'est les vrais décideurs sur le papier. Parce que l'équipe technique est là pour mettre en œuvre la volonté politique de l'asso. Donc voilà, ça pose d'autres problèmes en termes de gouvernance, et du coup, sur la coopération, il y a des problématiques légèrement différentes que tu vas pas avoir dans le privé, mais en fait, par contre, sur la dynamique d'équipe, tu retrouves les mêmes problèmes. Avec, en plus, je trouve ce chapeau de surengagement, je me crame, parce que je suis à fond, je suis surengagée, et de conflits de valeurs qui peut aussi se présenter. Mais tu trouves aussi des conflits de valeurs dans le privé, hein. Des gens qui réalisent qu'en fait, leur boîte, elle contribue pas forcément, à un monde meilleur, ne serait-ce que sur le plan écologique. Alors que toi, t'es en train d'évoluer à titre personnel sur, tiens, faut être plus écolo. Putain, c'est un exemple très actuel, par exemple, tu vois. Bon, bah, si je bosse pour une boîte qui est vraiment qui émet beaucoup de CO2, qui justement fait du pétrole ou pour l'exemple de Total qu'on cite souvent, tu vois. Voilà, ça peut poser question. Et donc là, conflit de valeurs aussi, débat avec les collègues, rapport aussi à la direction et aux décisions qui sont prises, et donc ça peut générer ça aussi. Mais c'est quelque chose qu'on retrouve bien plus dans l'associatif très vite, parce que tu viens pour les valeurs. C'est souvent le premier moteur, quoi. T'es quand même engagé parce que l'objet de l'association et ta contribution au monde, elle te parle vraiment. Ouais. Et le niveau d'attente, du coup, est beaucoup plus élevé. Justement, sur ces sujets-là, tu viens avec des attentes très fortes, quoi. Donc, si jamais il y a déception, plutôt de haut. C'est ça, exactement. Parce ça on retrouve plus facilement dans de l'associatif, surtout si l'objet de l'asso, il est déjà militant de base. Après, pareil, parce que quand on dit associatif, t'as beaucoup de formes d'assos différentes, hein. Parce que il y a même des assos qui sont tellement grosses, il y a des groupements associatifs maintenant. Alors, on ressemble de plus en plus à des grosses boîtes, tu vois. Mais ça reste une asso sur la gouvernance. Donc, t'as des problématiques, un peu différentes. En parallèle, t'es également une gameuse. Oui. Passionnée. Oui, depuis toute petite. Depuis mes 6-7 ans, je pense, hein, depuis que j'ai eu la Game Boy entre les mains, et que j'ai joué à Mario et Pokémon. Voilà, donc bientôt, non pas 30 ans encore, mais presque après, et toujours à fond, quoi. Quand j'ai le temps. C'est ça, d'ailleurs. Qu'est-ce que t'aimes comme jeu, justement? J'aime beaucoup de jeux différents, mais là, en ce moment, par exemple, je joue à un jeu de gestion. De survie dans un monde justement où le grand froid arrive, et donc il faut construire un générateur pour réchauffer le camp. Et donc c'est un jeu de gestion dans le sens où il faut vraiment, t'as des ressources, tu peux les exploiter, t'as un environnement, puis il faut que tu construises des habitats, des infrastructures. C'est vraiment un jeu de gestion pur, et moi j'aime beaucoup les jeux de gestion. En réseau ou solo? Ça c'est solo. Les jeux de gestion c'est souvent solo. Il y en a quelques-uns en coop, mais c'est rare. C'est souvent solo. Genre Civilisation, des trucs comme ça. Alors Civilisation c'est pas ça ressemble, mais c'est un sous-genre. Mais parce que là t'es en temps réel, et t'es en plus effectivement t'es en compétition avec d'autres joueurs. Oh, tu peux aussi être en coop 2 contre 2. Mais les jeux de gestion, Civilisation c'est assez proche. Les jeux de gestion ça va être vraiment je construis ma ville, quoi, tu vois.
City Skyline par exemple, ou même il y a des jeux, c'est genre construire les lignes de bus, tu vois. C'est vraiment et donc faut que tu fais comme si SimCity mais en version. Ouais, c'est ça, et tu dois évidemment c'est des jeux d'optimisation, hein, c'est vraiment mais après qui est étonné quand on sait que j'ai fait des études de gestion. Ouais, ça c'est marrant parce que je suis une gestionnaire. Je suis vraiment une gestionnaire team Excel à fond. J'aime l'humain et en même temps je suis une grosse nerd aussi, tu vois. Ouais, je vois le genre. Très bizarre. Voilà. Mais donc en ce moment je vois ça, mais sinon moi j'ai des phases. Hein. J'aime beaucoup les jeux narratifs. C'est te racontent des histoires et c'est des jeux à choix. Tu fais des choix qui influencent la fin de l'histoire. Et souvent les choix ils sont un peu moraux, ils viennent te questionner un petit peu sur et effectivement et puis ils sont pas faciles, tu vois, on fait exprès de te mettre dans une situation où tiens voilà, c'est ça. Et moi ça j'aime bien cette situation là. Ça, j'aime bien parce que c'est comme lire un livre mais interactif et en plus à l'image aussi. C'est un film interactif, c'est chouette. Beaucoup de ça. J'aime les jeux d'aventure aussi et puis après j'aime beaucoup ce qu'on appelle les RPG donc role playing game. Et ça c'est un peu comme Pokémon en fait. En gros, tu as plusieurs personnages et tu peux les faire évoluer, tu peux leur donner de l'équipement. Souvent, c'est aussi en médiéval fantasy, c'est-à-dire voilà, t'as un archer, quelqu'un qui a une épée, t'as quelqu'un qui a une hache, et puis voilà. C'est comme dans le monde de Seigneur des Anneaux, pour aller plus vite, pour ceux qui connaissent pas. Et donc, tu vas avoir Legolas, tu vois, tu vas avoir Aragorn, je sais plus, je me rappelle plus parce que je connais pas très bien Seigneur des Anneaux, mais en gros, t'as cet univers-là. Et moi, j'aime beaucoup ça aussi, où tu vas donner de l'équipement à tes personnages, donc il y a un peu d'optimisation d'équipement. Tu vois, la gestionnaire toujours là. Et en même temps, il y a aussi le jeu, il y a des quêtes. C'est vraiment le voyage du héros, les RPG. Hein. T'as une quête, t'as un héros ou une héroïne, et puis ils s'entourent de compagnons. Et souvent, tu gères l'équipe avec l'équipement et tout, et donc tu traverses t'as une histoire et tu dois trouver une manière de réussir la quête. Et sur le chemin, bien évidemment, il y a plein d'embûches. Il y a des quêtes annexes, des choses comme ça, et voilà. Et qu'est-ce que ça t'amène? Beaucoup de plaisir, je prends énormément de plaisir à jouer. Je pense parce que ça stimule énormément mon imaginaire. Les jeux de gestion, ils stimulent beaucoup ce plaisir que j'ai à optimiser. C'est hyper satisfaisant. Ouais, je comprends. Et puis dans les jeux de gestion, il y a un côté casse-tête parce que tu dois aussi faire des choix parce que tes ressources, en plus celui auquel je joue en ce moment, il est vraiment dur parce que tes ressources sont limitées très vite et t'as le grand froid qui arrive, donc il fait froid. Du coup, tu dois gérer la chaleur, sinon les gens meurent. Enfin, tu vois, c'est tout un truc donc très cérébral. Ouais. Ouais, donc il y a des fois j'aime bien quand c'est un peu cérébral, mais sinon j'aime bien quand c'est plus narratif, raconter des histoires et voilà se battre. Et puis parfois j'aime bien jouer à des jeux de tir, tu vois, juste pour se défouler quoi. C'est bien aussi un petit coup de piou 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 de temps en temps. Moi j'aime bien, ça me fait plaisir aussi. Voilà. Et puis en jeu multi, puisque c'est aussi social, une activité sociale le jeu vidéo pour moi, c'est de pouvoir jouer en équipe avec des copains, des copines, donc beaucoup à des jeux plus alors League of Legends que tout le monde connaît, hein, c'est un jeu qui se passe effectivement toujours dans une arène entre guillemets virtuelle et tu 5 contre 5 en fait et c'est toujours la même arène mais les équipes changent, les personnages changent, il y a des personnages différents et donc tu dois avoir une équipe qui synergise le mieux possible et c'est beaucoup de coopération parce que tu peux pas gagner seul en fait. Donc ça j'aime beaucoup. Voilà, et après il peut y avoir d'autres jeux de coopération, il y a des sortes d'escape games qui existent aussi en jeu vidéo, tu joues à deux etc quoi. Donc ouais, je suis assez jeux vidéo serait très large quoi, ce que j'aime. Alors ça t'a même amené à streamer sur Twitch? Ouais, exact. Puis j'ai plus trop le temps. Depuis janvier, j'ai un peu arrêté parce que c'était chaud d'avoir les deux quoi, d'avoir les deux. Je me levais le matin et je faisais. Alors au tout début, je streamais le soir quand j'étais encore salariée, parce que c'était un peu vers la fin du salariat. Et là, je faisais du gaming, donc je partageais en ligne ma passion jeux vidéo. Et puis après, quand j'étais au chômage, j'ai eu beaucoup plus de temps, donc j'ai un peu basculé en matinée. Ça me faisait me lever en fait. C'était c'était ce que j'avais trouvé, tu vois, pour me lever avec le sourire, c'est de me dire tiens, ça me donne envie parce que déjà, je vais retrouver la communauté. Et en plus quelque part, t'as une sorte d'engagement, t'as dit aux gens que t'allais être là, donc t'es obligé de te lever. Et ça, moi, je fais souvent ça pour me piéger, parce que sinon, je dors le matin. Je suis pas du matin à la base, donc voilà. Donc du coup, je faisais ça pour me lever, et puis ça me permettait aussi de prendre, de commencer ma journée dans l'interaction avec des gens, c'était chouette. Et puis assez vite, comme je disais, j'aime beaucoup la politique. J'ai commencé à faire des revues de presse en fait le matin. Où je parlais de politique pas mal. Donc il y avait une partie un peu politique, puis après une partie jeux vidéo fin de matinée, et vers 11h30, je m'arrêtais. Et puis là, après, j'allais manger vers midi. Et puis l'après-midi, je faisais autre chose. Donc, soit quand j'étais au chômage, je préparais mon projet. Et puis, quand j'ai commencé mon projet, je bossais pour mon activité, quoi, au début. Voilà. Et qu'est-ce que ça t'a amené, cette activité, justement, de streaming? Une communauté, en fait, ça a pas mal, parce que j'ai quand même fait ça 2 ans et j'ai pas mal, j'ai une petite commu, assez, qui revenait et tout, sur le stream. Ça a quand même,
Alors voilà, je suis pas du tout une influenceuse, hein, je ne suis personne sur Internet, mais quand même, j'avais une petite communauté. Parce que pour donner un ordre d'idée, sur Twitch, en fait, tu as 95% des gens, ils font moins de 5 viewers par live. Ok. Et moi, à un moment donné, j'étais entre 30 et 50 chaque matin. C'est bien. Donc en fait, à l'échelle de Twitch, ça peut paraître rien du tout, mais en fait, à l'échelle de Twitch, c'était déjà pas mal. Donc j'avais constitué sur ces 2 années-là une petite commu qui revenait, c'est souvent les mêmes qui revenaient et tout. Et donc c'était chouette. Et donc j'ai créé un serveur Discord pour que cette communauté puisse échanger, se parler. Et encore aujourd'hui, alors même que je stream plus là depuis presque un an, parce que j'ai plus vraiment le temps, du coup on continue d'échanger en ligne. Et je me suis même fait des copains. Je me suis fait des copains avec qui je geek. Au début, on geekait en ligne, et puis en fait, on s'est rencontrés en vrai, et voilà. Puis on est devenus potes. On est devenus potes et on se voit maintenant pour boire des coups et parler de politique et d'autres choses, et de jeux vidéo, quoi. Donc créer du lien, quoi. Mais ça fait écho à une pratique que j'avais même quand j'étais ado, avant que les réseaux sociaux tels qu'on les connaît arrivent. Moi, j'avais créé avec des copains un forum sur les jeux vidéo et les mangas, parce qu'on lisait des mangas et tout. Et donc on avait déjà ce truc de rencontrer des gens en ligne, de partager une passion. Et de se retrouver autour de ça et d'être proactif sur proposer des choses et tout. Et puis pareil, on avait rencontré certains, donc quand j'avais genre 15-16 ans, on avait fait un meet-up, quoi. On avait rencontré les gens du forum. Et figure-toi qu'il y a une amie que je me suis faite comme ça. Des années après, j'étais à son mariage. C'était Demoiselle Doseur, tu vois. Donc comme quoi, c'est, voilà. Parce que ça peut paraître ridicule, se rencontrer en ligne sur un forum, notamment les générations plus âgées, ils comprennent pas ça. Mais moi, j'ai créé des vraies relations dans la vraie vie avec des gens avec qui j'ai parlé en ligne pendant longtemps. Et ça a autant de valeur, en fait. C'est juste que c'est des modes de créer la relation qu'effectivement, pour des gens qui n'ont pas connu toute cette technologie avant, ça leur paraît hyper abstrait et même absurde. Mais en fait, moi, c'était quelque chose que je faisais déjà très jeune. Est-ce que tu vois un parallèle entre ton activité justement de gaming et ton activité de consultante, en fait? Ouais, plus dans les modalités. Alors pour le gaming, si on enlève Twitch, tout ce qui est de vraiment streamer, le fait de jouer aux jeux vidéo depuis jeune, c'est que par contre j'ai vraiment une façon de réfléchir qui est très orientée sur le ludique aussi. Donc quand je propose des modalités, j'aime bien essayer d'intégrer du ludique, même si c'est saupoudré parfois, parce qu'on peut pas toujours faire des vrais jeux. Alors moi j'aime bien les serious games, j'y crois beaucoup en termes d'apprentissage, mais ça se prête pas pour tout. Après, on peut pas en faire juste pour le principe de faire du serious game. Mais voilà, moi j'aime bien mettre du ludique dans ce que je fais, parce que j'aime m'amuser et que je pense aussi que ça aide en fait dans le groupe parfois de rendre ludique les choses, les gens s'amusent, on se découvre différemment aussi les uns les autres, on se découvre soi-même différemment et on exprime les choses différemment. Donc ça j'aime bien. Et au point qu'on avait avec un collègue, c'était quand j'étais en cabinet, on avait carrément conçu notre propre escape game en ville dans le cadre d'une formation qu'on avait fait avec des managers accompagnateurs du changement. Et c'était un parcours assez long, c'était 8 jours de parcours. Ouais. Et sur les 2 derniers jours, la première demi-journée, on leur faisait faire un escape game dehors avec des rôles assignés pour leur faire comprendre la socio-désordre, en fait. Genre l'opposant, le militant, tu vois, le passif, le ci, le ça, l'hésitant, nanana. Et ils savaient pas les rôles qu'ils avaient. Et donc, on leur donnait une quête à faire. Et forcément, avec les rôles, ça pouvait tendre et tout ça. Et après, l'après-midi, on débriefait le jeu du matin. C'était hyper intéressant. C'est hyper intéressant. Donc, typiquement, ce genre de choses, voilà, ça, c'est des choses auxquelles je pense assez spontanément parce que ça, c'est le jeu qui me l'amène aussi. Le côté narratif, c'est aussi comment je raconte des histoires, comment on se raconte. Donc, je pense que ça me nourrit. Le jeu vidéo, ça me nourrit énormément. Voilà, il y a des gens qui se nourrissent beaucoup dans les livres. Mais moi, je trouve que les jeux vidéo, ça m'a apporté autant que pour certains, les livres apportent, en fait. Et je lis aussi, par ailleurs, un petit peu, beaucoup moins que la moyenne, parce que je joue plus que je lis. Et voilà. Et après, par contre, avec Twitch, en soi, j'ai réfléchi à faire des ponts. Mais ça, j'ai pas trouvé vraiment, parce que sur Twitch, je parle un peu de mon boulot des fois. Les gens derrière racontent leur vie au travail des fois, et ça alimente pareil. Je me dis tiens, vous avez les mêmes problématiques que ce que je croise finalement chez mes clients, comme tout le monde. Et mais de là à dire que faire des ponts, quand je parlais beaucoup de politique et tout, c'était vraiment 2 espaces très distincts. Différents. Parce que en entreprise, je ne milite pas, j'ai pas cette casquette-là quand je suis chez les clients. Bien sûr que j'ai des valeurs et que je vais quand même porter un certain discours, mais comme j'ai aussi une posture qui est quand même assez basse, c'est-à-dire la culture des boîtes quand j'arrive, c'est pas moi qui vais pas la changer, je suis pas là pour ça, c'est pas le job. Donc voilà, c'est aussi de savoir le lieu, l'endroit.
pas que je peux pas parler politique avec quelqu'un dans une boîte, il y a des clients avec qui je me sens assez proche, on peut parfois parler de ça, mais individu à individu, pas dans le cadre de mon intervention, dans un séminaire, etc. Je suis pas, là, je suis pas militante, c'est pas du tout l'endroit, et on m'a pas appelé pour ça, donc du coup, là, j'ai pas trouvé de pont, donc c'est 2 activités en parallèle, et en fait, Twitch, j'ai eu moins en moins de temps, parce que c'est très chronophage, mine de rien. Et aussi c'est drainant et en termes d'énergie, c'est-à-dire que mine de rien, quand t'as streamé 2 heures, 2 heures et demie, et ça passe très vite, on se rend pas compte, hein. Mais quand t'es en live, et comme tu le vois, je suis bavarde, en fait, ça peut aller très vite les 2h30 parce que t'interagis avec le chat. Et c'est très énergisant, t'es à fond, t'es dans le débat et tu vois pas le temps passer. Et sauf qu'en fait, l'énergie, tu l'as consommée aussi vachement parce que t'as lu un chat pendant 2 heures aussi. En termes cognitifs, c'est très, très, très énergivore. Et au bout d'un moment, j'ai compris qu'en termes à la fois de temps et d'énergie, je pouvais pas concilier les deux. Quand mon activité, elle a commencé à vraiment bien démarrer, bien prendre, je pouvais plus, en fait. Je pouvais plus concilier les deux. Donc, j'ai réduit le temps de stream parce que moi, j'ai toujours du mal à renoncer. Et puis, en fait, finalement, j'ai admis que je pouvais plus, quoi. Donc voilà. Mais ma commu, elle continue à se parler, à s'envoyer des petites photos de vacances et tout, hein. Donc, comme quoi, les liens, c'est fort, en fait. C'est fort. Donc, non, ça, c'était quand même une belle expérience. Et puis du coup, après Twitch, je me suis dit, je vais quand même continuer à parler, à dire des choses, et j'ai lancé mon petit podcast. Donc un peu en stand-by en ce moment parce que j'ai eu des petits soucis de santé là en milieu d'année, mais ouais, je fais là le podcast, ça me plaît bien aussi. Et sur toutes ces activités en même temps, t'arrives justement à tout gérer ou parfois il y a un petit côté parce qu'en plus au-dessus de ça, t'as aussi une vie sociale et de couple. Ouais. Donc il faut faire tourner l'appartement et puis voir ta compagne, voir tes amis. Il y a des moments où j'ai l'impression que j'arrive pas à tout. Il y a des moments où je suis fatiguée, quoi. Et j'arrive pas à tout concilier. Donc moi, je pense aussi un apprenti. Enfin ça, c'est parce que voilà, maintenant je n'ai plus les 20 ans que j'avais quand j'étais étudiante et je me rends compte que je peux plus autant faire de choses qu'avant parce qu'en fait, je l'encaisse moins bien physiquement et même cognitivement et tout. Et donc je me mets à quand même faire des choix, c'est-à-dire là où avant je pouvais me permettre de rien choisir, je pouvais tout faire, j'y arrivais apparemment, même si je pense que ça m'épuisait plus que je le percevais. Aujourd'hui, je ressens vachement plus la fatigue. Je la sens dans le corps. Et donc là déjà tout de suite ça te freine un peu et donc ça me fait un peu ralentir, donc doser, parce que je fais aussi du théâtre d'impro, je fais aussi du badminton. Ouais, voilà, je n'arrête jamais. Voilà, mais en même temps, c'est des choses qui te font du bien. Le sport, ça te fait du bien. Après, le bad, j'en fais pas à haute intensité, dis rien. C'est plus loisir tranquille, une fois par semaine, de temps en temps, quoi. Voilà. Le théâtre d'impro, par contre, j'adore. Et ça aussi, c'est un truc que j'utilise dans mon métier. De plus en plus, j'ai envie de pousser des interventions où on met du théâtre d'impro parce que c'est hyper intéressant pour bosser la dynamique d'équipe, les émotions, la communication, ce que le corps dit qu'on dit pas à l'oral, dans les non-dits, on travaille au non-dit, au conflit et tout, hyper intéressant. Donc ouais, le théâtre d'impro, ça j'adore et ça j'ai pas envie de renoncer, mais c'est quand même une soirée c'est 2h30 de cours, une soirée plus t'as des matchs de temps en temps le week-end et tout. On se lance en troupe amateur comme ça pour voilà avec des copains du théâtre avec qui je m'entends bien et voilà encore une activité. Donc bon, c'est toujours compliqué de concilier, mais bon moi tant que ça pète pas, je continue. Voilà, moi je suis un peu dans ce truc là, tant que ça marche, j'y vais quoi. Tant que ça marche. Après c'est de l'ajustement perpétuel. J'ai envie de dire finalement comme au travail, comme partout, comme tout le temps, et beaucoup de communication avec les uns les autres, avec ma partenaire aussi, parce que elle est en fait assez hyperactive aussi dans son genre. Elle fait aussi beaucoup de trucs de son côté, et donc on se tire pas vers le haut entre guillemets là-dessus, parce qu'on est toutes les deux très à fond dans ce qu'on fait. On n'aime pas dire non, on n'aime pas refuser, parce que c'est toujours chouette quoi. Que bon, au bout d'un moment, faut s'écouter. Moi, je m'écoute plus maintenant. Je dis même non à des soirées, alors qu'avant. À une soirée, j'y vais, quoi. Là, maintenant, je dis non, je reste chez moi tranquille, je me fais un petit jeu vidéo tranquille et je me couche tôt. C'est ce que c'est ce que t'as appris pendant le confinement ou c'est juste l'âge? Il y a des deux, je pense. Je pense qu'il y a des deux. Le confinement, moi, en fait, il m'a tellement arrêté net que j'ai eu mon corps s'est dit, tiens, on se repose. Et moi, j'ai passé un super confinement. Contrairement, je pense, à beaucoup de gens. Ça m'a fait du bien. En fait, je me suis rendu compte que je suis aussi quelqu'un qui est très sollicité. Alors, ça paraît hyper pédant quand je le dis comme ça,
Mais en fait, quand t'es ouvert aux autres, c'est aussi assez cohérent que les gens, t'interpellent, te parlent, te disent, tu fais ça, ils savent que je suis partante, donc je suis une profil qu'on contacte, quoi. Mais en fait, du coup, la sollicitation, ça te met toujours devant un choix, de dire oui, non. Du coup, moi, mais moi, je me rappelle que même au lycée, mes copains, ils m'appelaient la ministre, parce que j'avais un agenda de malade, fallait prendre rendez-vous avec moi 3 semaines à l'avance pour me voir, quoi. J'avais déjà 10 000 trucs prévus. Donc, je pense que le confinement, c'est cette prise de conscience et de m'écouter aussi physiquement, parce que je pense que je suis quelqu'un qui est beaucoup dans ma tête, mine de rien, que ce soit cérébralement ou dans l'imaginaire, et en fait, peu dans les sensations physiques. Et je pense que je m'écoutais pas tant que ça sur le niveau du corps. Là où le confinement, d'un coup, il m'a juste mis une gifle en mode, en fait, t'es plus drainé que ce que tu crois, là. Et ça, c'était intéressant. C'était intéressant. Et donc, moi, j'ai profité à donf du confinement parce que au début, il y avait un peu de télétravail, mais en fait, très vite, j'ai été en chômage partiel. Parce que les cabinets de conseil sur nos sujets, on n'est vraiment pas prioritaire pour les boîtes, pour nos clients, parce qu'eux, ils sont en mode déjà faire tourner la prod de base. Donc, forcément, tout a été mis en stand-by. Et donc, assez vite, dès les premières semaines, chômage partiel à chômage quasi total, finalement. Donc, du coup, je me suis retrouvée à vraiment plus avoir d'activité pro, parce que pas de job, être chez moi enfermée, donc plus de sorties, plus d'activation, tout était stoppé. Et cette pause imposée m'a vraiment, ça a été intéressant à vivre. Et moi, j'ai apprécié de fou parce que justement, j'ai pu renouer avec le jeu vidéo que j'avais aussi dû parfois mettre de côté parce que j'avais tellement d'activités que j'avais moins le temps de jouer et ça me manquait. Là, j'étais en mode, j'ai tellement de temps de jouer. Allez, je joue. Trop bien. Et puis, des questionnements aussi sur ce que je voulais faire. J'étais déjà en train de me questionner sur partir du cabinet au moment du confinement, donc ça m'a permis aussi de m'alimenter. J'ai quand même gardé contact avec mes autres collègues en chômage. On se parlait quand même. On se faisait des petits temps pour discuter. Donc, sans couper le lien totalement, j'ai apprécié cette pause. Et est-ce qu'aujourd'hui, tu arrives encore à prendre justement ces temps de pause pour ton corps? Bonne question. Alors moi, je suis une fanade de massage. Je vais me faire masser assez souvent parce que justement, je pense que c'est une bonne façon pour moi de prendre, c'est ma bulle genre, et aussi de prendre soin de mon corps. Je m'écoute davantage physiquement et aussi j'ai commencé quelque chose de nouveau cette année, c'est l'hypnothérapie. Et c'est très intéressant parce que quand je suis en transe, du coup, sous hypnose, c'est l'inverse de quand je suis en conscience, c'est-à-dire que je suis vachement plus dans le corps. Et d'ailleurs, moi, j'ai un type d'hypnose qui est assez presque somnambulique, on va dire. C'est-à-dire que mon corps bouge tout seul en fait pendant la transe. Et là, c'est hyper intéressant parce que c'est des moments où je suis hyper focus sur mes sensations physiques, ce que je fais assez peu encore aujourd'hui quand je suis quand je te parle maintenant. Je suis beaucoup dans ma tête quand même. Je suis beaucoup dans ma tête. Et si t'avais la possibilité de changer un truc dans ton parcours, qu'est-ce que ce serait? Changer un truc dans mon parcours. Là, spontanément, il y a le mot qui vient, c'est rien. Alors, moi, je suis assez contente de mon parcours. Après, tu parles de tout mon parcours de pro. Je sais pas. Peut-être que c'est rien. Moi, rien, parce que je trouve parce que là, alors il y a rien. Après, ensuite, le deuxième truc qui est venu, toi, si je suis mon association d'idées. J'ai pensé là intuitivement à un des tout premiers stages que j'ai fait où j'ai rencontré déjà c'était une de mes premières rencontres avec l'entreprise et elle a pas été très positive parce que mes premiers stages moi j'ai rencontré des environnements de travail très toxiques dans mes premières expériences et où j'ai vu des choses très graves comme de la discrimination mais à peine voilée ou des violences vraiment au travail où des gens mais craqué complet quoi parce que vraiment pas possible. Et en même temps, j'ai pas envie de le changer parce qu'en fait, c'est comme je te disais, c'est ce qui m'a permis aussi de faire mes choix après en fait. Donc ça veut dire si je l'enlève, ça change potentiellement tout. Ouais. De manière générale, je pense que moi je suis pas mal dans ce qui m'arrive me sert. Donc j'ai rien à changer, je suis assez contente je suis même contente de où j'en suis aujourd'hui, de la direction que je prends, même s'il y a eu des moments où c'était pas agréable à passer dans les expériences que j'ai pu vivre, finalement quand je prends le recul maintenant, je me dis elles m'ont servi à un moment donné, elles m'ont servi positivement, elles m'ont nourri et voilà et vraiment avoir ces expériences-là de travail où vraiment j'ai vu des choses et d'ailleurs peut-être même ça m'a amené à faire le métier que je fais en me disant mais c'est pas possible genre comment le monde du travail peut être comme ça en fait. Ouais. Comment on peut là collectivement se dire que c'est ok ce qui se passe là et dire que ça doit se passer dans plein de boîtes. Et d'ailleurs si mon métier existe c'est qu'en fait malheureusement des fois on laisse dégénérer des choses à ce niveau en fait.
Et ça, c'est trop grave. Et là, en termes de valeur et tout, je pense que voilà, j'ai essayé de prise de conscience. Peut-être ça a même alimenté après vers quoi je me suis dirigée finalement parce que j'ai fait de la gestion, puis en master 2 je suis allée vers un master très orienté socio des orgas, donc là c'était vraiment la sociologie appliquée à l'organisation, donc à l'entreprise. Sciences humaines déjà, l'humain, plus le strict gestion tableau Excel, où j'avais fait un master 1 plutôt RH, et pareil en gestion des ressources humaines ou management des ressources humaines, je trouvais qu'on parlait beaucoup de gestion et pas beaucoup d'humain, ou beaucoup de ressources plus que d'humains, quoi. Et ça me gênait vachement. Je me disais, mais enfin, c'est pas des cases Excel, les gens, en fait, ça marche pas, ça. Donc c'est utile quand tu fais du contrôle de gestion, bien sûr, quand tu parles de masse salariale, oui, mais si tu fais vraiment ne serait-ce que du management de compétences et que tu peux pas penser l'humain comme juste une liste de compétences ou une case Excel, ça marche pas du tout, et ça génère en plus des effets pervers et qui sont ni bons pour la santé individuelle, collective, et en plus à terme pas bon pour la performance de l'entreprise. Ce qui, il me semble, est l'objectif des gens qui prennent ces décisions. Donc finalement, ils se mettent des épines dans le pied tout seuls. C'est tout le problème quand tu vises la performance à court terme. Bah ouais, et ça tu vois, pareil, c'est une réflexion que j'ai pas mal quand t'es sur des séminaires stratégie, des choses comme ça, de changement, vision, raison d'être. Bah justement, la performance, ça revient tout le temps, mais déjà, qu'est-ce que c'est la performance? Voilà, qu'est-ce qu'on met derrière et quels critères concrets on va mettre au-delà de pourcentage de vraiment, parce que la performance, elle peut aussi être sociale, environnementale, etc. Bon, maintenant, on parle de plus en plus d'RSE et de plus en plus d'entreprises s'y intéressent. Il y a déjà ce sujet-là, mais surtout, c'est quels sont les facteurs de performance. Parce que si les facteurs de performance dans la tête des gens qui dirigent, c'est presser les gens comme des citrons, faire du bullshit sur l'engagement, bah non, en fait, ça ne va pas marcher. Mais eux, ils sont super fiers de leur plan d'action, ces personnes-là. Mais en fait, ça ne marche pas. Et c'est là où il faut remettre de la science humaine aussi, de dire, en fait, ce qu'on sait des études en socio, en psychologie, en psychosociologie, ça dit exactement l'inverse de ce que tu es en train d'essayer de mettre en place. Mais hyper dur à faire entendre. Tellement difficile. Il y a des schémas qui sont ancrés. Et puis aussi, sur ce que tu disais, sur le court terme, je pense que ça, c'est clé. C'est que dans un monde incertain où on n'arrive plus à se projeter, on n'arrive plus à voir loin, parce qu'en fait, le changement est tellement là, permanent, que c'est hyper dur de voir loin. Donc, on recherche la performance à court terme pour se sécuriser, pour se rassurer. Et finalement, on le fait nous deux en tant qu'indépendants, tu vois, ou dans nos structures. On a aussi ce besoin-là, en fait, d'un peu de performance à court terme. Sauf que nous, on n'a pas de salariés qu'on pressurise. Absolument. Donc, quand tu es dans une grosse structure, le court-termisme, ça marche pas. Et puis pareil, on peut pas être dans l'injonction à l'engagement des gens sans leur proposer un truc. C'est quoi? Ok, s'engager, mais pourquoi? Pour faire du chiffre? Ça ne parle à personne. Enfin, je suis une nerd, mais quand même, il faut un peu plus que faire du chiffre. Ah ouais, non, mais c'est sûr. Mais en plus, la performance finalement et la performance financière, ça devrait être le bénéfice du reste, en fait. Exactement. Et à un moment donné, tu vois, si t'es motivé par ce que tu fais, s'il y a un objectif à long terme vers lequel t'as envie d'aller, au final, forcément, tu génères des bénéfices et forcément, tu génères en fait de la performance naturellement. Mais c'est une conséquence, c'est pas un objectif en soi, quoi. Exactement. En fait, la performance, en tout cas financière, elle devrait être une conséquence, effectivement. Et en plus, après, les fruits de cette performance, ils devraient être réinjectés pour continuer à avoir cette performance, en fait. Or, c'est aussi un autre sujet qui est très politique aussi, mais de comment cette performance, enfin, les fruits portés que cette performance génère, comment ensuite ils sont redistribués et vu que ça devient de la ressource, comment tu la loues en fait dans ton écosystème. Et si tu réinjectes pas dans ce qui a permis de faire la performance, tu peux pas t'étonner que tu n'as pas de nouveau la performance que tu voulais avoir, surtout qu'en plus il y a une sorte d'exigence de croissance qui et donc est permanente. En fait c'est ça, les gens veulent de la croissance mais sans investir. Enfin on coupe les coûts mais on veut plus de performance, mais ça marche pas comme ça en fait. Enfin là pour le coup là tu prends ton tableau Excel, tu fais des calculs de base et tu te rends bien compte que ça marche pas. Donc mais pourtant il y a des discours comme quoi si voilà, typique. Après voilà, c'est des clients qui me choisiront pas, ceux qui sont dans ce schéma-là et qui ne veulent pas en déroger ne me choisiront pas et j'ai pas particulièrement envie de travailler avec eux de toute façon. Donc comme ça c'est réglé. Mais ouais, il y a un vrai sujet là-dessus. Et finalement, dans tout ce que tu as fait jusqu'à présent dans ta vie, de quoi est-ce que tu serais la plus fière? De tout. Oh là là, c'est hyper dur comme question. Elle me demande de choisir. Oh là là. Là, tu vois, pareil, association d'idées, je veux dire, ce qui me vient intuitivement, c'est quand même de m'être lancée à mon compte et que ça fonctionne. Ça, c'est vraiment la fierté du moment, je pense. Ouais, sur le plan pro, clairement.
Ouais, je suis assez fière. Je suis fière de l'évolution du truc, que ça se passe comme je veux, que la liberté que je cherchais, je l'ai. La sécurité, pas à 100% encore. Parce que voilà, même si ça va que vu que je suis en croissance depuis que je me suis lancée, ça va que vers du mieux. Mais comme je te disais tout à l'heure, voilà, il y a le côté denti et tout, il faut que je trouve un moyen de stabiliser, il faut que sur la prospection, je sois un peu meilleure. Je pense que j'ai encore des gros axes d'amélioration et c'est mes chantiers internes de cette année-là. Et de l'année prochaine aussi, mais ouais, très fière quand même de ce que j'ai accompli et de la direction que ça prend, des gens avec qui j'interagis, des gens avec qui je travaille dans ce cadre-là, donc très très fière. Ouais, ça, je pense que ça me génère quand même une satisfaction de me dire, quand je regarde derrière là, je me dis quand même, je m'en sors. Il y a encore un peu de taf, il y a encore des choses qui pourraient être mieux, parce qu'il y a toujours mieux à faire, mais je suis contente. Bravo pour ça. C'est à quel point ce passage, je l'ai vécu quelques mois avant toi finalement, et c'est pas évident. Merci. Et je comprends totalement que ce soit quelque chose dont tu sois très fière. Et juste avant qu'on termine, t'en as déjà partagé certains, mais dans ce que t'as appris sur ton chemin, sur ton parcours, est-ce qu'il y a d'autres choses, d'autres apprentissages en fait que tu aurais envie de partager avec nos auditeurs? On a parlé comme de renoncer, de choisir, mais choisir, c'est renoncer. Je pense que faut parfois choisir ses batailles. On peut pas être sur tous les fronts parce qu'on n'a pas forcément l'énergie de tout, et que c'est ok aussi. Parce que moi, je pense que j'avais un côté un peu, je me culpabilisais de pas réussir à tout faire comme je veux. Le côté choisir ses batailles et y aller étape par étape, politique des petits pas aussi. Parce que se mettre des objectifs trop vite, en fait, ça peut que générer de la déception et du coup, après, t'as de plombe. Alors qu'au contraire, si tu découpes l'objectif et que t'atteins tes petits points d'étape, en fait, ça te rebooste pour le point d'étape suivant. Et ouais, ça m'a pas mal aidé. Quitter sa tête 2 minutes pour se reconnecter à son corps et à l'environnement, parce que voilà, moi je suis très cérébrale et très dans ma tête, dans mon imaginaire et tout, et je me parle constamment en fait finalement. J'élabore constamment dans ma tête, je sais pas comment je fais, je m'épuise pas, mais voilà. Mais justement, avoir ces moments, s'imposer des moments de pause et se reconnecter à d'autres choses aussi. Ouais, ça aide. En plus, des fois, quand tu reviens dans ta tête, en fait, ça t'a tellement aéré que le truc qui te tournait en rond depuis 2 heures, ça y est, t'as le déclic, ça devient évident. Donc voilà, des fois, lever le nez pour vraiment. Bon, j'ai l'impression de dire des trucs finalement assez évidents qu'on dit souvent, mais que j'expérimente. Donc voilà, ça, ouais, c'est des apprentissages. Et aussi peut-être se faire accompagner, parce que moi, j'ai pris l'année dernière, j'ai pris une coach sur, notamment moi, pour m'aider à me structurer sur vraiment proposition de valeur, vraiment quand je suis passée au nom de marque, à Noda, je voulais vraiment que ce soit ficelé, clair, et comme je voyais que j'étais éparpillée dans ma créativité, etc., je me suis fait accompagner là sur quelques mois avec des sessions de coaching là-dessus, et franchement, ça m'a vachement aidée. Et voilà, je fais un métier d'accompagnement, donc je suis la première placée pour savoir que c'est important d'être accompagnée parfois quand on allait dans le guidon. Et ça, c'était la meilleure décision de prendre cette coach qui en plus fait aussi par ailleurs fait du théâtre d'impro, donne des cours et est comédienne. Donc on avait ce point commun et c'est génial. Et elle m'avait été recommandée par une autre entrepreneuse qui m'en avait dit que du bien. Et ça, l'année dernière, ça a été vraiment super décision de me faire accompagner en fait. Donc voilà, et d'ailleurs à côté je fais de l'hypnothérapie. Enfin en fait, je pense qu'il faut des espaces où on est nous-mêmes accompagnés, surtout quand on est accompagnateur. C'est aussi développer mes pratiques, les renforcer et aussi bon là c'est vrai que c'est un budget que j'ai pas alloué pour l'instant, mais à terme moi j'aimerais aussi faire de la supervision de temps en temps pour tout ce qui est coaching d'équipe et tout, parce que c'est hyper important en fait, faire en sorte à un moment donné que dans tes dépenses, faut qu'il y ait ce poste-là de comment moi je me développe et je me fais aussi accompagner parce que déjà tu seras un meilleur accompagnateur, je pense, sincèrement, mais aussi parce qu'on t'en a besoin en fait. Donc ça, c'est un conseil que j'aurais envie de donner. Merci Fanny. Merci Marie. Merci beaucoup. Toute petite dernière question pour finir. Allez. Question de fin. Ce serait quoi la conviction profonde ancrée en toi et qui te soutient en fait au quotidien dans tout ce que tu fais? Ouais, la phrase est venue direct. Je vais y arriver. Je suis une profonde optimiste, mine de rien. C'est ce qui me fait tenir dans ce contexte social, tout ce que tu veux, même au travail. Je vais y arriver. J'y crois. Merci Fanny. Merci à toi. Cet épisode vous a plu? Faites-le nous savoir avec vos commentaires. Vous avez des suggestions d'amélioration ou d'invités? Partagez-les nous aussi. Toutes les idées sont les bienvenues et nous aideront à développer ce podcast. Et surtout, n'oubliez pas, en vous abonnant, vous nous soutenez.
Et si vous aussi, vous avez besoin de mettre de l'huile dans les rouages et de développer la coopération dans votre organisation, n'hésitez pas à contacter Fanny Hello qui pourra vous accompagner en toute authenticité.